Les éliminatoires Cannes U23, les éperviers défaits par les Black Meteors, la Cannes 2019, l'Égypte et l'Afrique du Sud, seuls candidats en liste. Et puis l'Angleterre avec un nouvel entraîneur à la tête de Manchester United. Voilà le menu de l'invité sport de ce vendredi avec notre consultant sportif Henri Akodo. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel. On va commencer par parler d'abord de la Cannes U23. Le Ghana n'a fait qu'une bouchée du Togo ce mardi à Baba Yara Stadium de Koumassi. Les éperviers de moins de 23 ans ont été battus par un score de 5 buts contre 1. Henri Akodo, l'addition est corsée là. L'addition est vraiment salée. Entre ces deux équipes-là, on voit véritablement qu'il y a un grand fossé entre cette équipe ghanéenne des moins de 23 ans, les Black Meteors, et cette équipe des éperviers qui voulait s'essayer à la chose. Pourquoi pas donner une première qualification pour cette Cannes des moins de 23 ans au Togo, mais également aller gagner un ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Mais hélas, les poulains à Ballot de Serre ont eu fort à faire face à eux. Une très bonne équipe ghanéenne, organisée bien, tactiquement, soudée, avec une discipline tactique assez impressionnante. Et 5 buts à 1 à l'arrivée. On a vu dans ce match-là les Ghanéens qui ont ouvert très tôt le score par un certain Owusu Kwabena qui a ouvert le score. Entre-temps, Thibaut Clidet a égalisé pour les éperviers, mais ça ne suffisait pas. En deuxième mi-temps, les Ghanéens ont mis un coup sur l'accélérateur et ont fait d'une bouchée cette équipe togolaise. Et d'autres buts sont arrivés par l'entremise de ce premier buteur-là, Owusu Kwabena, qui a marqué un triplé dans ce match, mais également un certain Ousmane Boukari et Nassam Yakoubou. Ils s'en ont allé également de leur but, 5 buts à 1 à l'arrivée. Score assez difficile à accepter pour les éperviers. Et comment l'entraîneur Ballot de Serre justifie cette lourde défaite? Il n'a pas eu assez de temps pour pouvoir préparer son équipe. Il faut dire que les séances d'entraînement n'ont pas commencé un peu plus tôt. Aujourd'hui, le football de haut niveau, c'est véritablement le fruit d'un travail de longue haleine. Il faut véritablement travailler avec les joueurs, mettre en place un système tactique pour pouvoir mettre à défaut l'adversaire. Et ce système tactique-là n'est pas facilement assimilable dans un laps de temps. Il faut du temps, il faut pouvoir préparer son équipe en toute confiance, mettre les choses en place, mais véritablement aujourd'hui, Ballot de Serre n'a pas eu la possibilité de pouvoir travailler sur le long terme avec son équipe. On est encore dans les à peu près, comme c'est les habitudes au niveau de nos différentes sélections nationales, que ce soit pour les éperviers et seniors également, mais également les équipes de jeunes, notamment les éperviers de moins de 23 ans, mais également ceux de moins de 20 ans qui ont fait une mauvaise prestation, malgré qu'on jouait cette Coupe de l'UEFOA Junior à la maison. Ils ont eu 2 défaites, 1 victoire, ça ne suffisait pas pour passer le tour suivant. Et donc les éperviers des moins de 23 ans également se sont véritablement confrontés à cette équipe ghanéenne qui était bien préparée, mais les nôtres avaient péché faute de préparation. Alors, les moins de 23 ans, il faut le rappeler, ce n'est pas des enfants, parce qu'à 23 ans, en Europe, on joue déjà le très très haut niveau. Avoir ce score-là, ça montre que le niveau n'y est pas du tout là. Le niveau n'y est pas. Il n'y a pas une certaine coordination au sein de cette équipe. On a essayé de piocher les joueurs ça et là, notamment ceux qui évoluent dans le championnat. Je parlais tantôt du buteur Thibaut Clidet, mais ça ne suffisait pas. L'osmose, la mayonnaise n'a pas pris parce qu'il n'y a pas véritablement cette synergie-là dans les interventions de ces joueurs. Les joueurs ne jouent pas en bloc équipe, c'est assez difficile. Vous venez de faire tout à l'heure le parallèle entre ce qui se fait en Europe dans les grands clubs où déjà à 20 ans, à 19 ans, on a des jeunes joueurs, des jeunes pousses qui jouent déjà au haut niveau, notamment Kylian Mbappé
qui aujourd'hui à l'âge de 20 ans a déjà glané beaucoup de titres, champion du monde, mais également Anthony Martial, beaucoup de jeunes joueurs, à tous les Rashford qui jouent également à Manchester United, Jesse Lingard, des joueurs qui n'ont pas encore 23 ans en Europe, mais qui brillent au haut niveau. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, ça peine toujours à arriver? Ça, c'est le manque de professionnalisme, c'est l'amateurisme criard au sein de nos systèmes de sport, en particulier au niveau du football également. Donc, il faut véritablement que les décideurs, notamment les dirigeants sportifs, puissent mettre des structures en place pour pouvoir permettre aux talents de s'éclore au haut niveau très rapidement. Alors quand on regarde le jeu des éperviers moins de 23 ans, 5 buts encaissés, le problème se situe où? Défense, milieu, où? C'est une équipe qui ne joue pas en bloc. L'équipe il y a une scission au sein de cette équipe. Normalement, ils devaient jouer en bloc équipe. On devait partir de la base, notamment au niveau de la défense, avoir une solidité défensive. Les joueurs devaient avoir véritablement une rigueur tactique ou bien une rigueur au niveau de la discipline tactique, mais dans le jeu des éperviers, on n'a pas un jeu assez fluide, on n'a pas des joueurs qui véritablement essaient de pouvoir tenter, créer du jeu pour pouvoir aller faire mal à l'adversaire. Une équipe qui n'arrive pas à se projeter très vite vers l'avant, à chaque fois, elle a du mal à récupérer le ballon. Au milieu du terrain, également, c'est des problèmes. C'est-à-dire que c'est tout un système, c'est tout un ensemble qui n'a pas fonctionné. Dire aujourd'hui que c'est seule la défense qui n'a pas pu faire l'affaire face à ces assauts répétés des Ghanéens, je dirais non. C'est toute une équipe qui a chaviré. Ça veut dire qu'on n'a pas d'équipe. On n'a pas d'équipe, on n'a pas d'équipe en fait. Pour avoir une équipe, ça se sent dans le déroulement du jeu, ça se sent dans la production du jeu, ça se sent dans le comportement des joueurs. On a des joueurs qui doivent véritablement avoir ce leitmotiv-là de mourir pour le maillot, d'être déterminés, d'être gonflés à bloc, d'aller chercher les ballons dans les pieds des adversaires, de jouer collectif, mais la somme des individualités de cette équipe-là n'a pas pu permettre à cette équipe-là de pouvoir aller loin dans ce match-là. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne se connaissent pas ou quoi? Il y a ce problème-là également, et je parlais tantôt d'osmose. Dans une équipe de football, il faut pouvoir faire beaucoup de séances d'entraînement pour véritablement que l'effectif soit huilé, le collectif soit huilé, afin de pouvoir aller engranger des victoires. Aujourd'hui, on a essayé de pouvoir piocher les joueurs ça et là pour faire une équipe. Ça ne peut pas marcher lorsqu'ils n'ont pas eu assez de temps pour pouvoir parfaire les stratégies de jeu. Le match retour, c'est le samedi prochain. On n'aura pas un autre scénario, hein? On dit souvent que impossible n'est pas togolais, mais sauf que le football aujourd'hui repose sur des valeurs assez cartésiennes, des valeurs assez scientifiques. Dire aujourd'hui que les éperviers vont renverser la vapeur face à ces Black Matters, je dirais non, moi je ne crois pas, parce que cette équipe ghanéenne a de l'avance sur la nôtre. Il va falloir s'asseoir, réfléchir, repenser notre football depuis la base, former des jeunes joueurs, des jeunes pousses, créer des centres de formation, permettre à ces formateurs-là d'aller se former à l'extérieur et venir transmettre véritablement les valeurs là, à ces jeunes pousses afin qu'ils puissent s'éclore également, comme on a des talents qui confirment aujourd'hui au haut niveau en Europe, mais également en Afrique. Quand je prends le modèle malien aujourd'hui, c'est un football malien au niveau des jeunes qui se porte assez bien parce que la fédération malienne notamment a essayé de pouvoir bien faire les choses, surtout avec l'appui du ministère des Sports. Depuis la base, on a des sélections maliennes de jeunes qui se confrontent à de grosses équipes et aujourd'hui le résultat est là dans les compétitions de jeunes au niveau africain et au niveau mondial également. Le Mali brille toujours. Ils ont déjà eu à faire plusieurs demi-finales au niveau des 2 dernières Coupes du Monde junior, mais également des Coupes du Monde cadettes également. Donc on voit véritablement que c'est le travail qui paie aujourd'hui dans le football. Si nous voulons avoir des jeunes talents qui vont pouvoir confirmer au haut niveau dans les 10 prochaines années à venir, il va falloir mettre rapidement sur pied une très bonne politique sportive afin
que ces joueurs-là puissent se révéler au haut niveau. Alors, on est dans les éliminatoires, hein, on parle de la CAN des moins de 23 ans. Quelle est la position du Togo actuellement dans ces éliminatoires? Le Togo devait gagner le Ghana et passer ce tour, jouer une seconde rencontre face à une équipe et pouvoir se qualifier pour cette CAN-là. Aujourd'hui, elle est en difficulté. Si jamais le Ghana passe le Togo, le Ghana va rencontrer le Gabon. Si le Togo renverse, crée la sensation à la maison, au stade municipal, ce que je ne crois pas forcément, le Togo va rencontrer le Gabon. Et si le Togo gagne finalement, il va se retrouver en Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Mais d'ici là, ça sera très dur pour nos éperviers. Avec la performance, en fait la prestation qu'on a avec ces éperviers de moins de 23 ans, ça ne rassure pas pour l'équipe A. Ça ne rassure pas pour l'équipe A, non, parce que la relève, je veux cette dire. sélection des moins de 23 ans devait constituer le vivier pour cette sélection nationale togolaise qui est en perte de vitesse aujourd'hui. Cette sélection-là même qui veut redorer son blason. Aujourd'hui, nous avons des joueurs qui ont pratiquement la trentaine dans cette équipe, notamment le capitaine Emmanuel Adebayor qui a 34 ans. Nous avons les joueurs, notamment Floyd Haïté, le joueur de Fulham, qui a 30 ans, Mathieu Doucevi, le Toulousain également, qui a 30 ans. Donc l'équipe nationale aujourd'hui a besoin d'un nouveau souffle. Entre-temps, on a convoqué le jeune joueur togolais qui évolue à Nîmes. Il a signé son contrat professionnel hier. Je parle de Kevin Denke, qui a 20 ans. Voilà un peu les relèves pour la sélection togolaise. Mais au niveau du Togo, au niveau du cru local, nous n'avons pas des jeunes qui s'affirment pour pouvoir remplacer valablement leur grand frère aujourd'hui. C'est tout un problème que la Fédération togolaise de football doit pouvoir s'atteler à régler. Est-ce que le problème, c'est pas aussi au niveau du championnat qui n'est pas relevé? Le championnat n'a pas un niveau relevé tout simplement parce que les effectifs dans ces clubs-là ne sont pas des effectifs assez pléthoriques. On n'a pas de joueurs qui véritablement sortent du lot dans ces effectifs-là. Faute à la formation, faute au déficit de formation de nos joueurs. C'est vrai que le joueur togolais, naturellement, est bourré de talent, mais le football de haut niveau n'est pas seulement fait de talent. Il faut pouvoir assimiler la culture tactique, il faut pouvoir assimiler véritablement le sens, le travail au niveau physique et athlétique également. C'est tout cela qui déteint sur votre performance. Donc aujourd'hui, nos joueurs pèsent à ce niveau parce que véritablement ils évoluent ça et là dans les équipes de quartier avant d'être recrutés par les clubs, mais véritablement ils n'ont pas encore cette culture tactique là, ce que les joueurs des pays occidentaux ont, parce que depuis le bas âge ils ont été formés, ils ont été recrutés par les centres de formation et on leur a inculqué ces valeurs là. Nous passons maintenant au second sujet, la CAN 2019. On l'évoquait ici le vendredi dernier. Bien, c'est officiel. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont les deux seuls candidats en lice samedi après la clôture des candidatures pour accueillir donc la CAN 2019 en remplacement du Cameroun selon la Confédération africaine de football. Henri Akodo, donc c'est officiel. Égypte et Afrique du Sud, ça va se jouer entre les deux. Ça va se jouer entre ces deux nations de football africain. L'Égypte qui revient au premier plan. Il faut le rappeler que c'est une sélection des pharaons qui a remporté à 6 reprises cette compétition continentale. Et je parle de la CAN, mais de l'autre côté également l'Afrique du Sud l'a remporté une seule fois en 96 avec cette Coupe d'Afrique des Nations là qu'ils ont organisée à la maison. Entre-temps, ils en ont organisé également en 2013 parce qu'ils ont dépanné la Libye qui était frappée par une période d'instabilité. Aujourd'hui, ces deux nations-là reviennent au devant de la scène continentale pour pouvoir abriter cette Coupe d'Afrique des Nations-là parce qu'elle a été véritablement retirée à ce pays, notamment le Cameroun. Aujourd'hui, c'est une candidature égyptienne qui est assez sérieuse, basée sur des infrastructures qui sont déjà là sur place, notamment les stades. Ils ont 2 stades au niveau
de la capitale du Caire. Nous avons notamment le stade militaire du Caire où évolue ce grand club mythique de l'Égypte, notamment le Al Ahly du Caire, mais également d'autres stades dans les villes comme Alexandrie. C'est une candidature égyptienne à prendre au sérieux, sauf que, à mon avis, la candidature sud-africaine paraît plus séduisante, étant donné que c'est une candidature qui se base sur des expériences du passé. L'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde en 2010 avec pratiquement 10 stades qui sont de qualité, et les stades de Port Elizabeth, le stade de Johannesburg également, d'autres à Rustenburg. Donc je pense que c'est une candidature sud-africaine qui aura le mérite de pouvoir gagner, triompher face à celle de l'Égypte. On attend le verdict final à Dakar lors de cette réunion extraordinaire du comité exécutif de la CAF le 9 janvier prochain pour savoir lequel de ces deux pays vont accueillir la compétition. Mais en tout cas, les deux pays ont de gros arguments à faire valoir. Oui, ils ont de gros arguments à faire valoir. L'Égypte a organisé pour une dernière fois cette Coupe d'Afrique des Nations en 2006, au-delà des soubresauts sociopolitiques engendrés par ce printemps arabe. Aujourd'hui, l'Égypte, avec le nouveau régime dirigé par Abdel Fattah al-Sisi, veut revenir au premier plan. L'Égypte veut vendre son image autrement, même si les problèmes ne sont pas encore élucidés totalement. L'Égypte veut montrer au monde qui sont de retour sur le chiquier continental en proposant d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud également veut faire valoir sa capacité de pouvoir sauver l'Afrique qui est dans des pétrins après le retrait de cette candidature au Cameroun. Donc je dirais que ce sont deux candidatures qui sont assez sérieuses et on attend véritablement le verdict du 9 janvier. Mais votre cœur personnellement penche pour l'Afrique du Sud, c'est ça? Oui, mon cœur pense personnellement pour l'Afrique du Sud parce que c'est un beau pays que j'affectionne particulièrement. Nous connaissons toute l'histoire de ce pays-là, l'Afrique du Sud, qui a connu cet événement douloureux, l'apartheid, où on ne savait même pas que ce pays devait être au premier plan. Aujourd'hui, quand nous remontons 30 ans en arrière, Nelson Mandela, par sa politique, a travaillé à ce que les fils et filles de ce pays-là s'unissent pour pouvoir bâtir une nation solide. La deuxième au niveau africain sur le plan économique. L'Afrique du Sud a beaucoup d'atouts à faire valoir aujourd'hui sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan sportif, mais également sur le plan humain. Mais on avait évoqué brièvement également le Ghana qui voulait était tenté d'accueillir cette CAN 2019. Pourquoi le pays s'est finalement désisté? Je disais la fois dernière que la candidature ghanéenne n'est pas à prendre au sérieux, étant donné que c'est une candidature qui ne repose pas sur des propositions assez concrètes. Au niveau du cahier de charge de la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui, il faut 6 stades, alors que le Ghana n'en a que 4 aujourd'hui. Par quelle alchimie les autorités ghanéennes arriveront-ils à construire deux stades en moins de 6 mois? Donc je disais la fois dernière qu'elle n'est pas à prendre au sérieux parce qu'aujourd'hui ils ont que 4 stades, c'est celui de Takoradi, Koumassi, mais également de Tamale et de Ohini-Jan Stadium de Dakar. Donc le Ghana n'a pas les moyens de sa politique. Cette candidature-là n'était pas à prendre au sérieux. Troisième sujet, nous allons en Angleterre évoquer donc la situation de Manchester United. Le nouvel entraîneur intérimaire du club, Ole Gunnar Solskjaer, a dirigé jeudi sa première séance d'entraînement 2 jours après le licenciement de José Mourinho. Le Norvégien âgé de 45 ans, prêté jusqu'à mi-mai par son club de Molde, est arrivé donc au centre d'entraînement de Carrington. Selon la presse britannique, il a ensuite participé à une réunion avec l'équipe et le vice-président du club, Ed Woodward. Henri Akodo, c'est fini. Le mythique José Mourinho est parti. José Mourinho est parti avec tout ce qui va avec. On connaît ce coach lusitanien qui a tout gagné
dans sa vie d'entraîneur. Il faut rappeler que c'est un entraîneur qui a gagné 2 Champions League avec Porto en 2004, mais également avec l'Internationale de Milan en 2010. Aujourd'hui, José Mourinho a été recruté pour pouvoir remettre Manchester United au premier plan du football anglais, mais également du football européen. Mais il a échoué par rapport à sa méthode, il a échoué par rapport à son système, il a échoué par rapport à son entêtement de pouvoir mourir toujours avec ses idées. Parce qu'il faut le rappeler, José Mourinho, c'est un entraîneur qui est passionné par son métier, mais il a toujours cette manie-là de pouvoir imposer son bon vouloir à ses joueurs, alors que dans une équipe de football, il faut savoir manager les hommes, il faut savoir gérer les égos. José Mourinho a échoué en ce sens. Aujourd'hui, c'est un entraîneur, José Mourinho, qui n'est pas en odeur de sainteté avec la plupart de ses joueurs. Paul Pogba, le champion du monde français, est mis à la touche. Finalement, d'autres joueurs également, notamment Alexis Sanchez, ce que la direction mancunienne a du mal à comprendre, alors qu'au niveau du classement, au niveau du résultat, c'est une équipe qui ne produit pas de jeu, mais également le résultat ne suit pas. Aujourd'hui, Manchester est 6e au classement, à plus de 10 points du premier qui est Manchester City. C'était trop, et finalement, la direction mancunienne a décidé de pouvoir mettre fin au contrat de José Mourinho. Alors José Mourinho quitte Manchester United. Est-ce que c'est à cause des résultats ou bien de sa gestion, de sa façon de faire? Je dirais c'est à cause de ces résultats qui ne sont pas assez probants, mais également à cause de son comportement envers certains de ses joueurs. Sa méthode est décriée par la plupart de ses joueurs. C'est vrai, il arrive à se dédouaner en disant qu'il n'a pas véritablement des joueurs qui se battent, des joueurs qui sont assez performants pour pouvoir faire la différence dans les moments clés au cours de leur rencontre. Sauf qu'il a oublié que c'est lui-même qui a eu la gestion de son équipe. On lui a donné l'enveloppe pour pouvoir recruter des jeunes talents. Il les a recrutés pratiquement à 500 millions d'euros pour les 3 ans qu'il a passé là-bas. Il a recruté des joueurs, notamment Eric Bertrand Bailly, l'Ivoirien, et les joueurs comme Alexis Sanchez, Romelu Lukaku. Mais ces joueurs peinent véritablement à lui donner satisfaction sur le terrain. La faute à qui? La faute à son système de jeu, parce que c'est un entraîneur qui a toujours l'ambition de pouvoir mourir avec ses idées, même si les choses vont mal, il ne veut pas se remettre en cause. Il tire sur les joueurs, il tire sur les journalistes, et il voit le diable partout. Le résultat ne suit pas. Et la direction mancunienne n'avait pas le choix pour permettre à cette équipe de pouvoir rebondir avant même cette échéance fatidique face au club parisien pour les 8e de finale de la Champions League. Il fallait réagir et changer complètement les choses. Le nouveau venu connaît aussi la maison. C'est un ancien, Ole Gunnar Solskjaer, le Norvégien. Il a joué pratiquement 366 matchs dans cette équipe. Il a marqué 126 buts. C'est un joueur qui n'a pas été toujours titulaire dans cette équipe de Manchester à l'époque. Mais à chaque fois quand il rentre, il marque des buts. Il est décisif, il est performant. On le surnomme le super sub, c'est-à-dire que c'est celui-là même qui, quand on le sort du tiroir, il vient et puis vous planque un but et puis il vous permet de pouvoir gagner les matchs. On se souvient encore de cette finale mythique face au club allemand, le Bayern de Munich, en 1999, où il était rentré à la 88e minute. Manchester United était mené à la 98e minute. Il a marqué le but de la victoire et il a véritablement marqué l'histoire dans ce club des Red Devils. Il a gagné 6 titres de championnat d'Angleterre. Il a gagné 2 coupes d'Angleterre également, mais également une Champions League, je le disais tantôt, en 1999 face à cette équipe du Bayern de Munich. Mais est-ce qu'il a un parcours d'entraîneur? Il a un parcours d'entraîneur, il faut le rappeler. Tout suite après sa retraite avec le club anglais, il a été promu comme coach des réserves, de la réserve de cette équipe de Manchester United. Entre-temps, il a fait également une première expérience en tant que coach titulaire au niveau d'un club norvégien, Molde, où il a gagné 2 championnats au niveau de la Norvège.
Alors aujourd'hui, avec lui, le Manchester United espère renverser la cadence, c'est ça? Manchester United espère renverser la cadence. Il a dévoilé sa stratégie. C'est quelqu'un qui est un meneur d'hommes. Il s'inspire beaucoup de son entraîneur, son modèle, notamment Sir Alex Ferguson, qui a dirigé ce club mancunais là plus de 20 ans, 26 ans, pour être encore plus précis. Il veut s'inspirer de lui. Il veut dialoguer avec les joueurs. Il veut faire assimiler sa stratégie, sa philosophie de jeu progressivement. Il veut encourager les joueurs pour qu'ils puissent véritablement se transcender sur le terrain. Il veut profiter des talents de ces joueurs-là pour pouvoir porter plus haut ce club de Manchester United. Henri Akodo, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi plutôt. On marque maintenant la pause et après le journal, on revient pour Regard croisé.